Bonsoir à tous. Alors je me présente, je suis Romain et je serai votre guide pour la soirée. Alors tout d'abord, je me permets de vous dire que bien sûr par respect envers le lieu qui nous accueille ce soir, je vous demande d'observer le silence. Et bien sûr les rires et les applaudissements seront les bienvenus et pour moi aussi ce sera à la fin bien sûr. Invite tout le monde à venir ici. Alors je vais vous inviter à me suivre, je vous prie. On va procéder à un certain parcours au sein de la bibliothèque. Voilà. Alors, je vous propose de découvrir ce lieu à travers une déambulation, à la découverte d'auteurs, mais également des moments clés de l'histoire de cette bibliothèque. Tout commence en 1880, quand est créée la faculté de médecine et de pharmacie à Bordeaux. Il faut noter que la faculté est l'une des premières en France. Donc Bordeaux se dote d'une université et c'est la toute première en France. Et il faut savoir, à titre de comparaison, la faculté de médecine de Tours ouvrira ses portes en 1880. Voilà. Donc c'est au 19e siècle, je vous invite à le suivre. C'est au 19e siècle que se concentrent à Bordeaux trois pôles d'enseignement universitaire. On retrouve la faculté de droit sur la place Bellerin. Au Carrère, on retrouve un grand édifice qui accueille aujourd'hui le musée d'Aquitaine. Et enfin, la place de la Victoire, se trouve cet édifice qui a accueilli pendant plus de 100 ans les étudiants en médecine et en pharmacie. Lors de l'inauguration du lieu le 28 avril 1880, le président de la République de l'époque, M. Marie-François Sadi-Carnot, est présent sur place pour inaugurer le site, ce qui témoigne de l'ampleur du projet. L'architecte en chef des travaux est M. Jean-Louis Pascal, qui a décidé d'inscrire ce lieu dans un style architectural plutôt classique, comme en témoigne cette enfilade de colonnes. Bon nombre d'étudiants ont bien évidemment foulé les portes de cette bibliothèque, et comme vous ce soir, pendant près de 100 ans, car c'est en 1913 que la faculté de médecine de Bordeaux déménage pour le campus Carrère, adjacent au tripode de l'hôpital Bellerin. Il me vient une anecdote. Certaines altercations ont pu avoir lieu entre les étudiants de médecine dure et les étudiants de médecine molle durant la passation, un petit peu le déménagement. Mais je vous rassure, depuis 1993, la guerre a été enterrée. Désormais, ce campus est ouvert au centre de l'Europe, et c'est ainsi que cette bibliothèque accueille principalement des univers à l'écologie, à la philosophie, aux sciences de l'éducation et aux sciences de l'information. Notons que cet espace offre près de 300 places assises qui permettent aux étudiants de consulter 45 000 ouvrages. À titre de comparaison, c'est exactement le nombre de personnes qui portent des doudounes sans manches sur Bordeaux. Pour finir, j'ai dû vous parler du sol. Alors notez que le plancher est d'une extrême qualité, dans un état de conservation relativement exceptionnel. Donc sous nos pieds se trouve quelque chose d'assez exceptionnel. Alors pas des cannelés ni d'autres rituels de la région, mais bien un passage qui relie le campus de la Victoire à l'hôpital Bellerin et qui permettait de transférer le corps de certaines personnes qui avaient donné leur corps à la science pour que les étudiants en médecine puissent s'exercer sur des éléments plus concrets du corps humain. Voilà. Et la visite de ces bibliothèques historiques, en tout cas, s'arrête là. Si vous avez aimé ce petit rappel historique, n'hésitez pas à donner un avis positif sur le site partagetonpatrimoine.com et je vous invite à prendre place
autour des 300 places assises justement pour la suite de la visite. Je vous remercie. Parce qu'il abrite une légende qu'il y a sur ce lieu. Alors il y en a beaucoup des légendes sur ce lieu, mais celle-là, c'est ma préférée. Elle parle d'un étudiant, Paul-Henri Dubois. C'est un nom un peu sérieux, je vous l'accorde, mais lui, il n'était pas trop. En fait, Paul-Henri Dubois, vous l'aurez enfermé ici dans cette bibliothèque toute une nuit. Enfin, ça, c'est la version qu'on se raconte. Et pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire, comme moi, on sait que Paul-Henri Dubois l'a fait exprès de rester dans cette bibliothèque toute une nuit. Alors on pourrait se demander pourquoi. Comme tout le monde, quand on rentre dans une bibliothèque, c'est pour trouver des réponses. Et lui, des questions, il en avait beaucoup. Que ce soit pour ses examens, ses partiels, mais aussi des questions plus profondes, plus intimes, comme on a tous. Et il avait entendu parler de cette légende qui disait que la nuit, les livres de la bibliothèque de la Victoire ne sont pas les mêmes ouvrages que la journée. On y retrouve des ouvrages plus mystiques, qui renfermeraient des savoirs et des pouvoirs. Alors, il resta le dernier dans la bibliothèque. Il alla se cacher aux toilettes et lorsque tout le monde avait évacué le bâtiment, il revint ici, dans ce lieu si magique. Un téléphone sonna, il rapprocha pour ne pas se faire prendre, car il fallait être discret en cette nuit. Et il épia chaque titre de chaque livre, car il avait entendu cette rumeur. Il avait entendu parler du livre parfait, le livre qui pouvait répondre à toutes les questions. Je ne peux pas vous dévoiler les questions qu'il avait en tête, mais il fallait qu'il les réponde. C'était une histoire de survie, plus de vie. Et il le trouva. Il ouvre son roman, il le lut jusqu'à la fin. Sauf qu'au moment de lire la dernière page, il referma le livre et disparut. Le livre tombe à ses pieds et Paul-Henri Dubois disparaît. Enfin, on raconte encore une fois. On dit qu'en fait, il demeure encore dans ces lieux. Il aurait été aspiré par ce livre, que son âme demeure au milieu des pages, et qu'il serait encore entre ces lieux. Vous savez, cette petite impression, des fois, quand vous êtes à la bibliothèque, que quelqu'un est derrière votre écran et regarde ce que vous faites. C'est Paul-Henri Dubois. Lorsque vous voulez prendre un roman, mais qu'il est toujours emprunté, c'est Paul-Henri Dubois. Ou lorsque vous êtes tranquillement en train de lire, ou pas forcément, et que quelqu'un tousse sans arrêt. Vous levez la tête, vous ne savez jamais qui c'est. Ce n'est pas Paul-Henri Dubois parce qu'il faisait très attention à sa santé. Jamais il aurait chopé un mec si facilement. Et pour autant, il habite encore ses lieux. Mais c'est pas un fantôme méchant. Il a été juste piégé ici, c'est un étudiant banal. Donc, parfois, lorsque vous vous sentez perdu, vous pouvez venir entre ces murs, entre ces colonnes, et demander de l'aide à Paul-Henri Dubois. Que ce soit pour vos partiels ou pour d'autres questions. Mais prenez garde. Prenez garde si toutefois, surtout la nuit, un individu vous proposerait de lire un livre qui répondrait à toutes vos questions. Ça pourrait vous causer du tort. Mais non! C'est pas possible! Les bâtards! C'est une hérésie! C'est sûr, c'est un travail de gourgandine, ou peut-être de pédéraste. Ce livre, c'est une légende, mythique dans cette bibliothèque. J'y ai mis toute mon âme, tout mon savoir. Il est exceptionnel, vous entendez? Exceptionnel! Et on en fait un vulgaire cale radiateur. C'est n'importe quoi. Ce livre, il s'est vendu à des centaines d'exemplaires, voire même des milliers. Ça s'est jamais vu. Jamais. Je suis un des pionniers du développement personnel.
Mais non, on le met dans un cale radiateur. On aurait pu le mettre au four crématoire, ça serait pareil au final. Pour que vous ayez une idée du génie littéraire, je vais vous en lire un extrait. Vous voyez aussi la photo. C'est moi ici, je sais, je suis très beau. En plus, les extraits que je vais vous lire, c'est pas n'importe quoi. C'est des gens qui m'ont plagié, qui m'ont recopié. Je pense notamment à John Gray. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Une femme est comparable à une vague, car son moral monte et descend naturellement dans un mouvement semblable à celui de l'océan. Tandis que l'homme a une attitude négative. Il faut le traiter comme un ouragan et se mettre à l'abri en attendant qu'il se calme. Et oui, je sais, c'est évident. Alors, un autre qui me plaît beaucoup aussi, même s'il n'aurait vraiment pas dû plagier. Pourtant, attendre d'un homme enseveli dans sa caverne qu'il redevienne en un éclair disponible et aimant est aussi irréaliste qu'espérer qu'une femme bouleversée va se calmer en quelques secondes et tenir un discours rationnel. Un homme ne peut pas demeurer à tout instant tendre et attentif, qu'une femme ne peut maintenir en permanence ses sentiments sous la coupe de la logique. Alors, je sais que ça vous plaît, un petit dernier, hein, quand même, voilà. Allez, quand même. Bon, allez, s'il vous plaît. Le guide de la bonne épouse, cette fois-ci. C'est écrit par une femme en 1953. Qu'ils se sentent au paradis. Durant les mois les plus froids de l'hiver, vous devez préparer la cheminée avant qu'il arrive. Votre mari sentira qu'il est arrivé dans un paradis de repos et d'ordre. Ceci vous motivera aussi, après tout, prendre soin de lui renforcera votre confort et votre satisfaction personnelle. Voilà, j'imagine que vous avez pu voir à quel point c'était un chef-d'œuvre. J'en ai encore vendu 10 la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez imaginé. J'ai été monté au nu. L'Académie française y songe même. Vous n'imaginez pas. J'ai formé des générations. Et ça, on le met dans un radiateur. C'est sûr, c'est un travail de sorcière. Ou même pire, un travail de femme. C'est une honte. Silence! Je crois que vous n'avez pas bien compris où vous étiez ici, hein. C'est déjà la deuxième fois cette semaine que je vous le dis. Mais faut vous le dire en quelle langue? J'ai encore besoin de vous rappeler les règles. Article 7. Les livres de charlatans ne sont pas autorisés dans cette bibliothèque. Donc ça, vos conneries de développement personnel, ça reste dans le radiateur. Je me suis bien fait comprendre. J'ai pas bien entendu. Ouais, je préfère. 80 ans qui me fait le coup, celui-là. Et je pense que ça vous ferait pas de mal qu'on vous rappelle un peu les règles. Parce qu'ici, il y a 3 choses qui sont autorisées. Lire, travailler, et surtout se taire. Ah, là, c'est bien. Petit rappel du règlement, vous ferait pas de mal. Alors, article 1. Les discussions sont interdites. Y compris avec les fantômes. Le premier que je vois chahuter dans les couloirs, c'est 200 fois qu'il écrira sur un parchemin « Je ne troublerai plus jamais la quiétude des livres », ainsi que celle de la charmante bibliothécaire. Article 2. Les garçons et les filles, on reste à distance. On ne tolère pas les grossesses dans cet établissement. Article 3. Les appareils électroniques sont formellement interdits ici. Les ondes s'agrivent aux neurones. Alors on oublie les poisons que sont vos téléphones et on se cultive, mesdames et messieurs, on se cultive. Article 4. Celui-là, je vous l'accorde, c'est mon préféré. Il est interdit de dépoussiérer les ouvrages. Et oui, ici, chaque particule de poussière représente l'histoire et le patrimoine de ce lieu. Alors, je vous vois, gare à vous les allergiques de Zacharia. Article 5. Tout ouvrage qui ne sera pas rendu avant la nouvelle lune
fera l'objet d'une sanction. Alors, pas d'inquiétude. Ce sera juste l'histoire d'un petit stage pour venir aider votre bibliothécaire fatigué pour ranger tous ces beaux ouvrages par ordre alphabétique. Pas d'inquiétude, ce sera juste l'histoire d'une décennie. Article 6. Il est interdit de se lécher le doigt avant de tourner les pages. Alors, votre doigt reste sagement posé sur la table et aucun sévice corporel ne vous sera infligé. Je crois que j'ai pas besoin de rappeler l'article 7. Je sais que vous êtes là-bas, mais je vous oublie pas. Et enfin, et pas des moindres, l'article 8. La consommation de substances illégales, illicites ou psychotropes est formellement, je dis bien, formellement interdite. Sauf le troisième samedi du mois. Goûtons ce petit bordelais. Couleur opaque. La jambe est bien sucrée. Un petit peu boisé. Une note de fruits rouges et je sens une touche de noisette. Ah là là, ils sont forts les êtres humains pour créer quelque chose comme ça là. Goûtons ça aussi. Il y a de l'alcool dedans, du rhum. Et c'est moi qui suis alcoolique. On me fait cul. Bon alors, goûtons ça. Oh là là, quel délice. Ça c'est pas bon, hein. Mais c'est tellement bordelaise, là, tellement, enfin, gardée épicurienne, moi, c'est, Ah, je vais les prendre dans ma poche tout à l'heure, ça, je vais pas y manquer, hein. Mais, c'est fou quand même qu'en mangeant du cannelé et en buvant du vin rouge, je me dise que je suis bordelaise. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, je viens de Marseille à la base. Pourquoi je me sens comme ça, quoi? Oh, un code civil. Alors, ça renverrait à l'identité nationale. Identité. Indiana Jones dans la rivière. Illégal, bah non, du coup, c'est pas légal. Identité. Ensemble de faits et de droits permettant d'individualiser une personne. Maintenant, la nationalité. Alors, narcotrafiquant, toujours pas, on les a pas tout à l'heure. Mutisme, bon, ce sera demain. Nationalisme, non, on n'est pas droit ici. Ah, national, qui représente le pays. Mais alors, l'identité nationale serait un sentiment qu'éprouve une personne à se sentir dans un groupe, dont ce groupe se sentirait national. Donc c'est pas parce que j'aime le vin ou les cannelés que je suis bordelaise. Mais est-ce que, objectivement, au final, je pourrais vraiment être bordelaise? Non, parce que je veux être bordelaise. Manger des cannelés toute ma vie. Article 19 de la nationalité. Un enfant né en France est présumé être français. Mais oui, elle est là la réponse. Matériellement, si on est en France, alors on est français. Donc on a l'identité nationale d'être français. Mais ça veut dire que l'ordre juridique
il nous crée notre identité, donc ça veut dire que c'est le droit qui vient régler ce problème d'identité nationale. Donc, l'identité nationale, la clé de cette question serait le droit. Donc le droit, c'est la vérité. Je suis en 5e année de paysagisme. Et je suis passée à côté de la vérité. On va finir cette vidéo. On fige dans le marbre un passé dépassé, nous offre l'histoire des traits à penser. Quelle belle nation, quelle est grande la France. Habiter dans ces lieux, c'est un luxe, une chose. Et je ne le dis pas. Moi, j'aime les musées, les mairies, les châteaux et les bibliothèques. La poussière amassée, les parchemins aisés. Mais la mémoire est faible et le printemps est sec. Si nous passons nos jours à honorer les dieux, qui depuis trop longtemps ont déserté les cieux, que nous laissons pour eux et s'aimer en offrant, quel ciel de l'héroïque pour l'homme du présent? Est-ce que là, tout là-haut, nos œils nous entendent? Nous oublions-nous pour les yeux des absents? La ville est endormie, adieu l'architecture, la poésie, le vin, peinture et sculpture. On a déjà tout fait. Plus rien n'est à refaire. Nous avons éperdu le charme et le savoir-faire. Tout était mieux avant. Mais moi, je n'y crois pas. Honorer les anciens, c'est poursuivre leur pas. Et suivre un processus, c'est dépasser ses lettres. Ou sans être plus grand, juste essayer de l'être. Sans peur, sans prétention. Essayer d'avancer. Sortir la vieille larme de torpeur du passé. Alors, à ces tiseurs de nouvelles aventures, qui prêchent notre foi plutôt que le futur, qui tissent le destin dans leur cocon immonde et refuseraient de voir changer le monde. Ouvrez bien grand vos yeux, encore plus grand vos cœurs. Le soleil sur vos peaux et dans vos mains les fleurs. Tendez l'oreille pour entendre. Pour critiquer, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut aimer. Et vous pouvez applaudir ce soir pour vous dans leur ordre d'apparition Romain, Logan, Joseph, Alice, Clémentin, et Valentine. Bravo! Ils sont étudiantes et étudiants à l'Université de Bordeaux. Ils participent à des ateliers d'éloquence, de théâtralisation de la parole, d'art oratoire. On leur a proposé ce défi de imaginer, inventer, produire un petit spectacle d'une durée de 20 minutes en 3 séances de 2 heures. Ils ont écrit.